Monsieur le Président, comment comptez-vous rendre l'administration ivoirienne plus efficace dans sa mission de service public et plus méritocratique? Méritocratique. Méritocratique. Merci. C'est ce qui est écrit, j'ai dit exactement ce qui est là. Merci. C'est une question extrêmement importante. Moi, j'ai travaillé dans ma carrière aussi bien dans le privé que dans le public. Et vraiment, ma conviction très forte, c'est que souvent on dit « oh, le privé gère mieux ». Mais moi, j'ai toujours dit « le public devrait être mieux géré que le privé ». Parce que quand on travaille dans le public, on travaille avec l'argent de tout le monde. Moi, je vais vous dire, quand j'étais à la DCGTX aux grands travaux, parfois, les gens me soupçonnaient peut-être de tiédeur de mon militantisme parce qu'ils venaient me voir, ils me disent « oui, moi je suis au PDCI, je veux tel marché ». Je dis « oui, c'est bien, d'accord, on est au PDCI, on est au pouvoir, mais bon, on a des appels d'offres. Je peux vous présenter au type qui fait les appels d'offres, et puis bon, vous faites un appel d'offres. Vous dit, si vous êtes le mieux disant, vous aurez le marché. Ah non, mais moi je suis un militant, donc je dis non. Attendez, moi, l'argent là que j'ai ici, c'est l'argent de l'État. Là-dedans, là, il y a des FPI qui payent des impôts, il y a des PIT qui payent des impôts, il y a des RDR qui payent des impôts, il y a aussi des PDCI qui payent des impôts. Donc l'argent de l'État, bien que le PDCI soit au pouvoir, ça ne vous appartient pas. Et je disais, le PDCI ne restera au pouvoir que s'il démontre aux Ivoiriens qu'il est un bon gestionnaire des deniers publics et de l'argent de tous les Ivoiriens. Pas s'il se sert lui-même. Et s'il se sert lui-même, le pouvoir, il se sera mérité. Donc moi, en faisant ce que je fais, je travaille pour le PDCI. Parce que ce qui est dans l'intérêt du PDCI, c'est qu'on dise que les managers PDCI sont rigoureux et travaillent bien. C'est comme ça que les Ivoiriens vont nous réélire et nous réélire et nous réélire. Donc cette philosophie-là, elle doit prévaloir. On gère l'administration pour le bénéfice de tous, pas pour le bénéfice d'un parti. Et si on fait ça, et que les gens le croient, à ce moment-là, ça peut marcher. Et il faut aussi qu'il y ait des techniques de management modernes. Il faut qu'il y ait des objectifs mesurables, quantifiables, et qu'on soit transparent, qu'on dise au public, dans telle administration, voici ce qu'on va réaliser. On peut penser ce qu'on veut du Rwanda, mais moi je connais bien le président Kagame, c'est comme ça qu'il travaille. Tous les mois, il a ses réunions du Conseil des ministres, et chacun a des objectifs chiffrés. Moi je suis président de Rwanda Finance, il y a un service qui audite tous les secteurs du gouvernement, il y a une feuille chaque année que je discute où mes objectifs sont clairs et je signe. Et je dois rendre compte régulièrement de la réalisation de ces objectifs-là. C'est des choses simples, mais c'est indispensable. Je crois que c'est Sénèque qui a dit « Il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait où aller ». Si vous n'avez pas d'objectif, il n'y a pas d'efficacité possible. Donc il faut que les administrations aient des objectifs clairs, et ensuite il faut des mécanismes. C'est pas, les Anglais disent, c'est pas rocket science, c'est pas très compliqué ce qu'il y a à faire pour que les choses marchent bien. Moi je l'ai fait au BNET, je le fais aujourd'hui au PDCI. C'est des principes de bon sens, des principes relativement simples. Il faut donner aux gens des objectifs clairs, il faut leur donner les moyens d'atteindre leurs objectifs. Ensuite il faut mesurer l'atteinte de ces objectifs, et s'il faut récompenser, ça c'est la partie que les gens aiment moins, mais il faut récompenser ceux qui font bien et il faut ne pas récompenser ceux qui ne font pas bien. Là, les deux vont ensemble. Bon, là les gens n'applaudissent pas, mais c'est aussi important. C'est important. C'est important. Il n'y a pas que... Cette affaire-là, ce n'est pas un concours de popularité. Si vous voulez des résultats, il faut être clair, il faut être rigoureux, et puis il faut aussi vous appliquer à vous-même ce que vous voulez appliquer aux autres. Bon, moi j'étais 6 ans à la DCGTX, on ouvrait à 7h15, j'étais à 7h à ma table pendant 6 ans, tous les employés me voyaient. Mylène qui est là, Mylène c'était mon assistante, elle est chef de cabinet aujourd'hui, elle était aussi à 7h tous les jours, et on travaillait le samedi, y compris le samedi. Bon, si vous faites ça, au début les gens disent « oh, c'est parce qu'il vient d'arriver ». Après 1 an, ils disent oh, j'ai l'impression que ça va être comme ça maintenant. Après 2 ans, 3 ans, ils disent mais vraiment, il nous fatigue. Hein. Au début, on pensait que non, mais il faut cette consistance, et pas que ce soit un feu de paille, mais que ce soit une manière d'être. Donc si on fait toutes ces choses-là, puis la méritocratie, ça c'est vraiment
absolument indispensable. Il faut vraiment l'égalité des chances. Vraiment, les êtres humains, ils ont un sens inné de l'injustice ou de la justice. Les gens savent s'ils sont dans un régime qui fonctionne de façon équitable ou pas. Et c'est très important de mettre d'abord devant le mérite. Le mérite. Ça, c'est vraiment la base de tout. Et c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai travaillé au BNET, à la DCGTX. Je pense que tous ceux qui étaient avec moi là-bas sont fiers. Aujourd'hui, ils sont partout, dans tous les secteurs de l'administration. On a vraiment formé une équipe dont je suis fier. Et en Côte d'Ivoire, un jour, je me demandais pourquoi je croulais sous le travail. Les gens venaient me voir, j'avais des demandes de rendez-vous tout le temps. Et je dis à quelqu'un, mais pourquoi des gens viennent me voir mais pour des choses qui n'ont rien à voir avec mes attributions? Il dit non, c'est parce que vous, monsieur Thiam, vous avez la réputation, quand vous donnez un rendez-vous, vous l'honorez. Donc ils se sont tous passés le mot. Tous les étrangers qui viennent venir ici faire des trucs, ils prennent rendez-vous avec monsieur Thiam d'abord, et comme ils savent, donc ils ont programmé, ils ont acheté leur billet, ils leur avaient dit le 12 novembre à 10h, vous allez les voir le 12 novembre à 10h. On ne va pas dire que vous êtes au village, un enterrement, je ne sais pas quoi, vous allez les voir. Donc ils viennent tous. Donc, je présente, mais c'est important d'être rigoureux. Moi, vraiment, je suis très, très, très fier d'être noir et d'être africain. Toute ma vie, c'est un combat pour notre dignité. Toute ma vie. Il n'y a rien que je déteste plus que les Noirs qui internalisent notre infériorité. Vous pouvez venir aujourd'hui à la maison du parti, il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Je suis très fier de ça. Il n'y a pas de plastique qui traîne par terre. Ils savent tous. Maintenant, quand je regarde comme ça, ils courent, ils vont ramasser. J'ai même fait des vidéos. Je vais derrière le bâtiment, je fais des vidéos. Je dis, voilà, vous avez vu comment c'est là? Vous voulez que les Ivoiriens croient qu'on peut changer la Côte d'Ivoire et on ne peut pas maîtriser la cour du PDCI? Alors, on vous dit, oui, mais les Africains sont sales. Ça me rend malade. Moi, je ne suis pas sale, je suis africain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de laisser aller. De laisser aller. On accepte que les gens pensent pique-pendre de nous. Quand le pont Rivera-Marcougne, j'ai passé 5 ans de ma vie à faire des études de trafic, étude après étude. Pourquoi? Parce que les Blancs disaient, les Noirs ne paieront jamais le péage. Je vous jure. Oui, mais pourquoi? On n'est pas des animaux? On a des voitures comme tout le monde. Je vais faire gagner 13 km sur chaque voyage à chaque voiture. Enfin, même si le noir est bête, quand même, il met de l'essence dans sa voiture. Il comprend que c'est une économie. Et quand on va lui dire de payer un péage, si ça vaut la peine, pour lui, il va payer et puis prendre le pont, sinon il peut faire le tour. Mais je vous assure, pendant 5 ans, des choses qu'on accepte partout dans le monde. Dès que nous, on se lève, on dit qu'on va le faire. On peut essayer, ils savent. On commence les réunions à l'heure. C'est pour ça que j'étais désolé aujourd'hui. Mais ils savent. Ils se sont habitués maintenant. 15h, c'est 15h. On est sur le chemin. Voilà. Ils sont fatigués d'arriver et puis tout a commencé. 15h, voilà ma logique. Je dis, dans ma vie, je refuse de pénaliser ceux qui font bien au profit de ceux qui font mal. Celui qui est venu à l'heure, quand j'ai mis une réunion à 15h, il s'est dépêché de déjeuner parce qu'il sait qu'il faut une demi-heure. Ouais, il a fait un gros effort pour être là à 15h. Et on me dit qu'il faut attendre 5 minutes parce qu'un tel n'est pas là. Je dis non. Alors, je vais pénaliser celui qui a fait tout cet effort pour être là à l'heure à cause de celui qui ne veut pas faire le même effort. Non. C'est simple. C'est vraiment, quand je parle de bon sens, c'est tout. Moi, mes règles de management, c'est du bon sens. Je refuse de pénaliser ceux qui font un effort. Et ça, c'est ce que j'appelle la solidarité dans le mal. Le Fouet Bani nous a dit, il n'y a pas de solidarité dans le mal. Et je n'arrête pas de répéter ça aux gens. On ne se solidarise pas avec celui qui a tort. Ça, c'est de la fausse compassion. Et souvent aussi en Afrique, on a tendance à faire ça. Oui, mais enfin, le pauvre, il faut avoir pitié de lui. Non. 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 On va arriver à rien comme ça. Donc cette rigueur-là, dans l'administration, dans la gestion des deniers publics, il faut qu'elle existe. Parce qu'on le doit à ceux qui sont relativement pauvres, qui payent des impôts. Vous voyez les DUS qu'on prend sur le cacao? Vous croyez que nos planteurs sont riches? L'argent qui fait fonctionner l'État, d'où ça vient? Des campements où les gens déjà sont dans la misère. Alors, c'est leur petit argent hein, qu'on prend pour faire fonctionner l'État. Donc ça, on doit le gérer avec la plus grande rigueur. C'est une longue réponse, mais c'est vraiment un point important parce qu'on ne peut pas...
Alors, merci, Monsieur le Président. Monsieur Jean-Christian Goz a une seconde question. Comment comptez-vous contribuer à la construction d'une véritable nation ivoirienne dépouillée de ses tensions ethniques et religieuses? Bon, je crois que ça touche vraiment aux valeurs fondamentales. C'est vraiment peut-être le combat le plus important qu'on a à mener. C'est que les Ivoiriens aient un sens de justice et qu'ils croient vraiment qu'ils vivent dans une société où chacun a sa chance. Ça veut dire, il y a beaucoup d'implications, on en parlera peut-être après, mais il faut vraiment que la vie, ce ne soit pas une loterie du lieu de naissance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait à peu près la même qualité de services publics, d'accès à la santé et à l'éducation sur tout le territoire national. Il faut que l'enfant qui est né à Ferkissé-Dougou, à Touba, ait à peu près les mêmes chances. Sinon, on organise, on perpétue les inégalités et les différences. Et ça, c'était la philosophie, je dois dire, du président Houphouët-Boigny. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent, moi, j'étais un fils de pauvre, j'étais un paysan, j'étais, je ne sais pas où, si c'était pas Houphouët-Boigny qui m'a donné une bourse, si c'était pas Houphouët-Boigny qui a mis en place, moi, je serais rien du tout. Et ça, c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être différente des autres pays. Hein? Je regarde Patrick Copli qui est là, que je salue, mais son père parle de ça très éloquemment. Comment il était dans son petit village, comment il était dans les premiers qui ont été envoyés en bateau en France, et comment il est devenu professeur agrégé de médecine. Et moi, c'est cet esprit-là que je veux cultiver, que je veux retrouver. Il ne faut pas que la vie ce soit une question de naissance, vraiment. On l'a fait dans le passé, dans ce pays de Côte d'Ivoire, on peut le refaire, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le fasse pas. Et je ne veux pas rentrer dans trop de polémiques, mais vraiment, je crois que 15 ans de rattrapage, ça suffit. Il faut donner les mêmes chances à tout le monde et que le meilleur gagne. C'est un peu comme cette élection. On essaye de m'éliminer. Moi, j'ai toujours cru dans la compétition. Allons-y, allez, que le meilleur gagne, et puis c'est fini. Et il faut que ce soit la même chose dans la vie, que le meilleur gagne. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats et les résultats justes. Essayer d'éliminer les gens, essayer d'éliminer la compétition, ça ne marche pas. Pardon, la religion, oui, je crois en la liberté de culte, absolument, sans limitation. Et moi, je suis très américain de ce point de vue-là. Vous savez que le freedom of speech, c'est un des droits les plus précieux en Amérique, et elle n'est pas limitée. La liberté de discours, la liberté d'expression n'est pas limitée, absolue. Vraiment, il ne doit pas y avoir de contraintes ni de limites en matière de religion. Chacun doit pouvoir faire absolument ce qu'il veut, sans menace et sans crainte, partout, sur toute l'étendue du territoire national. La liberté de culte, la liberté d'expression, ce sont des choses qui ne sont pas négociables. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons aborder donc notre second thème, qui porte sur la lutte contre la corruption et la transparence. C'est une question de M. Zegbé Chérif. Monsieur le Président, comment le PDCI-RDA envisage-t-il renforcer la transparence et la lutte contre la corruption contre la corruption au vu des derniers scandales qui secouent notre pays, notamment dans le foncier et le détournement des deniers publics? Bon, il n'y a pas de E à vue, mais c'est pas grave. C'est au vu sans E. Ah, d'accord. Donc, c'est pas grave, le sens est compris. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment un problème extrêmement grave. Quand je suis revenu après 20 ans d'absence, je plaisantais, je disais je ne veux pas parler de corruption parce que bon, c'est impopulaire, et puis quand vous parlez de ça, vous dressez tout le monde contre vous, etc. Mais après un an, c'est vraiment un des domaines où j'ai vu une détérioration. Parce que je suis resté longtemps absent, on me le reproche assez. Je suis vraiment capable de voir aussi comment le pays a changé, parfois en bien, parfois en mal. Et là, vraiment, c'est catastrophique. Il y a vraiment un niveau de corruption qui est sans précédent.
qui passe, pardon, je dis, il y a un niveau de corruption qui est sans précédent dans tous les domaines. Ça touche même à la vie politique. Je plaisantais tout à l'heure en disant qu'il y a des salariés du RHDP au PDCI, mais c'est vrai. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Alors, des choses concrètes qu'on peut faire. D'abord, il y a cette culture de performance dont j'ai parlé tout à l'heure. Clarté des objectifs, des engagements, etc. Mesure de la performance, tout ça, c'est important. Il y a les impôts et la douane sont au cœur de tout ça. Et je ne veux pas créer des ennuis à des gens, mais l'autre jour, j'ai reçu une délégation des douanes, j'ai reçu une délégation des impôts. Celui du Trésor n'était pas là, mais et puis les affaires étrangères, ils sont venus me dire à quel point tous ces fonctionnaires-là me soutiennent. Mais ils ont peur. Ils ont peur d'apparaître au grand jour. Mais j'étais conforté par ça. Parce que ça veut dire... Et ils m'ont dit, nous, on ne vous connaît pas, hein, mais c'est votre discours. On adhère à votre discours. Donc je me dis que s'il y a des gens dans l'administration des douanes qui veulent que ce ne soit pas comme ça, hein, on peut y arriver. Parce qu'ils voient tous les excès, ils voient tous les travers, ils sont très bien placés pour corriger toutes ces choses-là et ils savent que ça peut changer. Donc il faut réformer la fiscalité parce que pour avoir une économie saine, il faut que la fiscalité repose d'abord sur l'économie domestique. Le problème de toutes les anciennes colonies françaises, c'est qu'on n'a pas mis en place de véritable système de collecte de l'impôt domestique. Donc tout l'impôt repose sur le cordon douanier. Donc on se retrouve avec des taxes à des niveaux qui ne peuvent que encourager et faciliter la corruption. Vous pouvez les changer. Il n'y a pas un directeur des douanes en Côte d'Ivoire qui ne s'est pas retiré, qui n'est pas allé à la retraite milliardaire. Je ne vise personne en particulier. C'est structurel. Quand vous voyez ça, c'est que c'est structurel. Quelle que soit la personne que vous mettez là, ça finit de la même façon. Pareil pour les impôts. Donc il faut faire des choses, j'en parle, mais le Mexique l'a fait, le Brésil l'a fait, il y a pas mal de pays africains, ça paraît, c'est la facturation électronique. Il faut passer à la facturation électronique, c'est la seule manière de rendre le secteur informel formel. 89% de l'économie ivoirienne est informelle. Si vous ne taxez pas l'informel, vous êtes condamné à exercer une pression fiscale ridicule sur les entreprises du secteur formel qui à ce moment-là se mettent à tricher, à payer des pots de vin, à corrompre tout le monde parce que les impôts sont exorbitants. Okay? Donc, comment ça marche? D'abord, il faut enregistrer tous les acteurs économiques. Donc, le petit coiffeur qui est à Djamé, qui a 2 chaises, 2 tondeuses, vous l'enregistrez. Il a un identifiant unique. Hein? Il a un identifiant unique. Et vous créez une capacité de... Pardon? Ah bon, on n'entend pas? Ok. Non, ils ne vont pas tricher. Attendez, j'arrive. On peut contrôler tout ça parce que les gens savent que les gens trichent. Hein. Donc, vous faites ça, en fait, avec les paiements, là, les mobiles monnaies, ça a eu beaucoup de succès. Moi, je suis allé au Mexique, on va au restaurant, le gars paye avec son téléphone, la facture est émise immédiatement. Et c'est dans son téléphone. Et il y a le numéro d'identifiant du restaurant, il y a son numéro d'identifiant à lui. Le gars, quand vous prenez un Uber, c'est pareil, vous prenez avec votre téléphone, et tout ça, ça va dans ce qu'on appelle un data lake. C'est un réceptacle national où l'État enregistre toutes ces transactions. Mais ça, ce n'est que la première étape. Ce que ça fait, c'est que le petit coiffeur, il y a des apps, des applications sur son téléphone, où il peut appuyer sur un bouton et ça lui donne son chiffre d'affaires quotidien, son chiffre d'affaires mensuel, son chiffre d'affaires annuel, avec ses revenus tracés. Et là où c'est intéressant, c'est que ça lui permet d'accéder à du financement. Parce que ce que vous avez fait à travers ça, c'est que vous avez donné une comptabilité à chaque acteur informel. Le petit vendeur qui est au marché et qui vend des gombos, il a subitement, il peut aller à la banque. Il y a des sociétés qui ont été créées qui font des prêts à ces gens-là. Donc, ils vous disent, Monsieur Kwame, donnez-moi votre identifiant et vous m'autorisez à accéder à vos données dans le système central. Vous dites oui, ils sortent tous vos chiffres et vous dites, bon, mais moi je veux un prêt de 500 000 francs CFA. Dans la minute, ils peuvent vous dire oui ou non, et la minute d'après, l'argent est versé sur votre compte électronique. Terminé. La fraude, les recettes fiscales ont augmenté de 60% au Mexique.
Moi, je connais le ministre des Finances qui a fait cette réforme, je connais Augustin Carstine, le directeur de la Banque centrale qui a fait ça. Ce sont des amis, je les connais, on en a discuté 1000 fois. C'est complètement faisable. Il y a plein de pays qui sont en train de faire ça. Et le Rwanda l'a fait. Une fois que vous avez fait ça, ça transforme complètement votre économie. Parce que soudain, vos recettes fiscales ne dépendent plus du cours du cacao. Vous pouvez planifier. Vous pouvez avoir de l'argent pour construire des écoles et des hôpitaux et des routes. Donc ça, je sais qu'il y a des questions sur la digitalisation, mais toute la technologie existe. Il y a plein de pays. Le Mexique a commencé ça en 2003. Donc c'est pas tout nouveau ces choses-là. C'est des choses éprouvées qui sont faisables. La fraude fiscale a quasiment disparu parce que l'impôt est prélevé directement dans cette transaction-là. Il n'y a pas un collecteur qui passe sur le marché et puis qui rançonne les petites vendeuses. C'est fini. On a complètement enlevé tous les intermédiaires. Donc c'est du win-win-win. L'État a plus de revenus, il y a moins de corruption et les entreprises ont accès au financement pour se développer. Des gens qui savent ni lire ni lire, qui n'avaient pas de comptabilité, subitement peuvent aller emprunter 500 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, etc. Donc c'est vraiment remarquable et toute cette technologie existe. Donc, pour dire, vraiment, il y a des moyens modernes qui permettent d'éliminer toutes ces tentations-là, la corruption, et c'est pas très difficile, il y a plein d'exemples réussis. Donc voilà. Merci, Monsieur le Président. La troisième thématique porte sur le développement économique et investissement. La première question est une capsule vidéo. Bon. Non, le foncier, ça fait partie du même problème, qui est la corruption. Parce qu'il y a vraiment... Écoutez, d'abord, dans une économie, quelle qu'elle soit, la première forme de richesse, la première forme de capital, c'est le foncier. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Hollande, c'est vrai en Suisse, c'est vrai partout. Donc, comment expliquer ça? C'est vraiment, encore une fois, un problème aussi du système français économique. Dans les pays anglo-saxons, moi quand j'étais chez Prudential, on faisait par exemple beaucoup de home equity loan. Donc, quand vous avez une maison et que vous êtes propriétaire, vous pouvez voir une compagnie d'assurance, je sais pas, votre maison vaut 10 millions, nous on peut vous prêter 2 millions, et c'est garanti par la maison. Il faut absolument, dans une économie moderne, que les terrains et les immeubles soient liquides. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un marché des terrains. Parce que c'est ça qui vous permet de vous financer. Donc, j'ai dit ça à quelqu'un dans les groupes de travail, il me disait, oui, mais lui au moins interdit de faire ce genre de produit. J'ai dit, mais ça, il faut que ça change, parce que dans toutes les économies anglo-saxonnes, la première source de financement, toutes les retraites au Royaume-Uni sont payées. Les gens, une fois qu'ils ont payé leur maison, ils empruntent avec leur maison comme collatéral. Ou un terrain. C'est absolument indispensable dans une économie moderne. Et derrière, ça vous permet même de créer des marchés financiers, parce qu'il y a des produits financiers que vous pouvez créer à partir de ça et que vous pouvez échanger. Donc, c'est un énorme blocage. On dit les gens n'ont pas accès au financement local, en monnaie locale, c'est parce qu'il n'y a pas de marché qui fonctionne de la terre, du foncier, un marché du foncier et de l'immobilier qui fonctionne. Si vous avez ça, ça libère des centaines de milliards de financement pour l'économie. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher une banque, je ne sais pas où, de vous endetter à l'extérieur. Parce qu'on y viendra, mais vraiment. C'est clé de développer du capital domestique, du capital local en francs CFA. Quand on dit qu'il n'y a pas d'entrepreneur ivoirien, il n'y a pas d'entreprise nationale, c'est parce qu'il n'y a pas de capital national. C'est ce que le président Houphouët-Boigny essayait de pallier avec son capitalisme d'État. C'était l'absence de capital. Donc, je vais être branché sur autre chose, mais ça répond à d'autres questions. Je parle tout le temps des fonds de pension, des fonds de pension, des fonds de pension. Bon, mais toutes les économies anglo-saxonnes ne sont financées que par les fonds de pension. On avait parlé de CalPERS, les propriétaires d'Apple, les propriétaires de toutes ces choses-là, ce sont des fonds de pension. C'est l'argent des épargnants. Okay? Donc, encore un problème des économies à la française, c'est que les systèmes de retraite sont par répartition au lieu d'être par capitalisation. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vrai capitalisme français, c'est qu'il n'y a pas de fonds de pension. Tout l'argent de PIMCO, de BlackRock, de tous ces Blackstone, c'est l'argent des fonds de pension. Donc on a une population jeune, il faut créer un système de retraite où on collecte. Moi j'ai fait ça au Vietnam, j'ai fait ça en Indonésie, j'ai fait ça en Thaïlande, j'ai fait ça partout.
Et il faut créer un système de collecte de cette épargne et d'accumulation de cette épargne. Quand il y avait des privatisations au Vietnam, moi, le Premier ministre, il m'appelait, il me disait, bon, combien est-ce que Prudential va prendre? Oui. Mais je prenais ça en monnaie, c'est le vietnamien dong, c'est le dong. On prenait ça, l'épargne des Vietnamiens, là, on investissait ça dans la privatisation des télécoms. Mais en tant qu'acteur local, national, financier, en monnaie locale. Et c'est une chose, bon, je l'ai raconté plein de fois, mais on l'a fait pour boucler le financement du 3e pont. Pour boucler le financement du 3e pont, il y a un fonds de pension en Côte d'Ivoire, c'est celui de l'armée. J'étais allé voir le général Koulibaly, qui à l'époque était du tout, et je lui ai dit, voilà, si vous placez de l'argent dans mon pont, ça va vous faire des recettes. Il me fallait de l'argent en CFA. Son argent, à lui, il est en CFA. Ça va vous faire des recettes. Les recettes du pont à péage sont en CFA, hein, et ça va payer les retraites des militaires. C'est parfait, de l'infrastructure. Donc, les fonds de pension sont là pour financer l'infrastructure à long terme, parce que c'est ça qui va payer les retraites. Quand j'étais en Angleterre, George Osborne avait monté tout un plan pour financer les infrastructures dans le nord de l'Angleterre. Aller emprunter en dollars ou en euros pour faire un pont à péage à Abidjan, dont les recettes sont en francs CFA, ça n'a pas de sens. Hein? Et quand vous avez ça, vous avez un capitalisme. On a des embryons, hein. À la CNPS, je dois dire, le patron de la CNPS, moi j'en ai discuté avec lui, il comprend ça. Et c'est un premier embryon de ça, mais il en faut. C'est des gens comme ça qui vont financer nos entreprises nationales, qui vont investir dans les entreprises nationales et permettre le développement d'une vraie économie ivoirienne contrôlée par du capital ivoirien. C'est ce que font tous ces pays-là. Et c'est pas... Mais il faut en avoir l'expérience. Et puis, c'est pas très compliqué à faire. Mais on peut le faire, on va le faire. Il y a des pays africains d'ailleurs où c'est le cas. Vous regardez au Nigeria, c'est le cas. Dans la plupart des économies anglo-saxonnes, c'est le cas parce qu'ils se sont organisés comme en Angleterre, qui étaient leurs colonisateurs. Donc, ils ont ces structures-là. Nous, on les a pas, mais on peut les mettre en place. Je regarde notre ami qui est au Royaume-Uni, il sait très bien, parce que je suis sûr que vous avez une retraite dans un fonds de pension dans votre entreprise. C'est comme ça pour, voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Bon, j'ai fait plusieurs questions, mais je sais. Alors, merci, M. le Président. Nous allons donc passer au troisième thème, développement économique et investissement. On a donc capsule vidéo qui fait la guise des questions. Je suis Nana Willy Gaudens, analyste en cybersécurité et data science, secrétaire général de section à Washington, D.C. Les Ivoiriens ressentent une certaine appréhension face à nos dirigeants économistes, notamment en raison de la dette nationale et des divers problèmes économiques que rencontre notre pays. Pourriez-vous nous rassurer en nous expliquant comment, sous votre présidence, nous verrons une différence positive et tangible dans l'économie ivoirienne? Je vous remercie. Bon, merci, M. Affili. C'est une question que j'ai tout le temps. Hein. Mais moi, mon profil, il est clair. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez aller n'importe où. Vous allez trouver mon parcours. Moi, je suis un homme d'entreprise. J'ai fait toute ma carrière en entreprise. Et comment je peux dire ça sans me faire trop d'ennemis? Disons que je suis un praticien de l'économie. Je ne suis pas un économiste. Je suis un acteur de l'économie. Moi, je faisais bouger des milliards de dollars. J'étais comptable de mes résultats. Il y avait le résultat de ma société et son cours de l'action. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Donc, si vous voulez, confondre un économiste et un chef d'entreprise, c'est comme confondre un joueur de football et un journaliste sportif. Le chef d'entreprise, il est sur le terrain, il marque des buts, il défend, il attaque. Le journaliste sportif, il analyse. Mais c'est rare qu'un journaliste sportif soit aussi bon joueur que les footballeurs professionnels. Donc, avec moi, ce que vous avez, c'est un praticien. Un praticien. Toutes les choses dont je vous parle là, c'est des choses concrètes que je n'ai pas lues dans des livres d'économie, des choses que j'ai faites, que j'ai mises en œuvre personnellement. Et si vous faites de la mécanique, vous savez très bien que réparer un moteur ou étudier la théorie de la thermodynamique dans les livres, c'est pas la même chose.
Donc on apprend en faisant. Moi je suis rentré, j'ai 36 ans de carrière d'entreprise derrière moi. Je sais comment une entreprise fonctionne, je sais comment on gère des ressources humaines, je sais comment on motive des gens. Ça c'est des choses qu'on apprend sur le terrain. Voilà. Et c'est pour ça que je me permets de dire, regardez le PDCI, honnêtement je crois qu'en 12 mois, le PDCI a quand même changé pas mal. Bon. Et ça c'est du management. Hein, c'est comme la CAN. Avec un différent entraîneur, vous avez vu qu'on est passé de 4-0 battu au stade de Fouet-Boigny à gagner la CAN. C'était les mêmes joueurs. Et moi, dans la plupart des entreprises que j'ai dirigées, je n'ai pas changé les gens. Je n'aime pas changer les gens. Je viens, je prends ce qui est là, et puis je motive les gens. Je leur apprends à travailler différemment. Je leur apprends à travailler en équipe. Et ça, c'est un point que je veux faire. Hein. Vraiment une différence culturelle que je constate entre nous. J'ai travaillé vraiment partout, aux États-Unis, en Asie, en Europe, partout. Et vraiment, cette affaire de travail en équipe, là, c'est fondamental. Pris individuellement, on n'est pas moins bien formé, moins diplômé, moins quoi que ce soit que les autres. Ce en quoi on est malheureusement trop souvent spécialiste, c'est comment dire ça ? Au lieu que nos efforts s'additionnent, ils s'annulent. Au lieu de travailler ensemble, on se fait des crocs en jambes. Si vous êtes dans la même équipe, regardez, je vais vous dire politiquement ce qui se passe actuellement, parce que c'est très adroit de la part du gouvernement d'avoir suscité ces gens au PDCI qui portent plainte contre moi, qui portent plainte contre le PDCI. C'est très subtil, parce que on essaie d'alerter l'extérieur, et ils disent non, ça ce sont des problèmes internes au PDCI. C'est M. Thiam qui a des problèmes avec ses troupes. Or, l'avocat de Mme Yapo est conseiller spécial de la présidente du Conseil constitutionnel. C'est très habile. Donc ça fait que le gouvernement peut mener toutes sortes de pratiques et de manœuvres en faisant paraître ça des difficultés internes au PDCI. Parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui sont prêts à se livrer à ce genre de... Comme on dit chez nous, l'araignée ne traverse pas le mur qui n'est pas fendu. Si vous arrivez dans la case, vous trouvez une araignée, il faut chercher où est la fente. Voilà. Donc, cette affaire de travailler d'être unis, c'est vraiment, pour moi, là où on pêche le plus. Quand le président Houphouët-Boigny a choisi la devise de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous croyez que c'est par hasard qu'il a mis union? Il y a beaucoup de mots dans le dictionnaire, des dizaines de milliers. Il a dit union, discipline, travail. Parce que c'est notre plus grand défi. Notre plus grand défi. Si on arrive à s'unir, pourquoi j'ai pris comme slogan de campagne tous ensemble? Si on arrive à s'unir, tout est possible. Mais si on reste désunis, à se faire des crocs en jambes, vous êtes dans la même équipe et puis vous faites des crocs en jambes à vos équipiers. Vous ne pouvez pas gagner le match, c'est pas possible. C'est tout. Donc, c'est aussi simple que ça. Nous, on fait un croc en jambes et puis le gars qui a le même maillot que vous tombe et il dit « c'est bien fait, je l'ai bien eu ». Vous allez perdre 5-0. C'est tout. C'est tout. On avance, on est ensemble, on ne se fait pas de crocs en jambes. Quand un tombe, on le relève, on ne lui marche pas dessus. On ne se réjouit pas du malheur des autres. On les aide. Je suis désolé, j'ai l'impression de faire un peu du prêche, mais c'est... C'est important. Les vrais défis du développement, ce ne sont pas les murs, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Hein? On dit le sous-développement, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un stade économique, c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser, c'est une manière de faire. Et si on veut se sortir du sous-développement, ce n'est pas une question de milliards, c'est une question de comportement. C'est ça. Quelqu'un parlait de Singapour tout à l'heure. Moi, je connais bien Singapour. J'ai même eu l'honneur de déjeuner avec Lee Kuan Yew lui-même pendant 3 heures, en tête à tête, quand j'étais à Londres, il y a des années. Et d'ailleurs, j'étais très... Ça vous montre où la Côte d'Ivoire a été. Première chose qu'il m'a dit, vous êtes Ivoirien. Oui, et on reviendra là-dessus. Maintenant, on me dit, je ne suis pas Ivoirien. Mais toute ma vie, tous les gens qui m'ont connu comme un Ivoirien. Bon, il me dit, vous êtes Ivoirien? Je dis oui. Et il me dit, mais je suis allé à Yamoussoukro. Ah bon? Oui, et il commence à me parler du Houphouët-Boigny et du vin que Houphouët-Boigny lui a fait boire à Yamoussoukro. Bon,
Donc, c'était en 62 ou 63. Et il s'est pas mal inspiré même de choses que Houphouët-Boigny avait faites. Donc ça, c'est la considération dont on a bénéficié à un certain moment. Et je pense que... Moi, je suis optimiste. Hein. Quand je vois des assemblées comme la nôtre, je me dis qu'on peut y arriver. On va y arriver. Alors, merci. Nous poursuivons sur le même thème, dans la question de M. Assi Thierry. Monsieur le Président, au vu de votre connaissance du secteur de l'assurance, que proposez-vous pour dynamiser ce secteur et enfin levier de croissance pour l'économie ivoirienne? Bon, j'ai déjà fait ça pas mal, mais c'est vraiment l'assurance vie. Prudential a été créé en 1848 et a beaucoup contribué au financement de la révolution industrielle. Et ça a été créé pour ça. Et si vous allez à Londres, vous avez l'occasion d'aller à Holborn, il y a un musée de Prudential où il y a les carnets d'épargne de tous les princes de Galles, et de tous les rois, etc. Parce que pour donner l'exemple à la population britannique, d'épargner un peu chaque mois, la famille royale eux-mêmes faisait ça, et il y avait ce qu'on appelle The Man from the Pew, très connu, qui passait dans chaque rue, chaque semaine, recueillir les shillings, les pence des gens, et c'est tout ça qui a fait. Prudential, à la Bourse de Londres, on avait 300 milliards de livres, on avait 3% de la Bourse de Londres, et ça, c'est une épargne accumulée sur 160 ans. Mais c'est ça qui finance toute l'économie britannique. Donc vraiment, mettre en place ces structures-là de fonds de pension, ça met du temps, mais c'est des petits ruisseaux qui font de grandes rivières et qui vous permettent d'agir sur le plan économique et d'avoir aussi le contrôle de votre économie nationale avec la création d'un vrai fonds souverain. Ça aussi, on pourra en parler, mais un fonds souverain ivoirien qui pourra prendre des participations. Moi, quand j'étais au Crédit Suisse, le Qatar était un actionnaire. Ils avaient une place au conseil d'administration. Je veux dire, quand le ministre des Finances du Qatar me convoquait, j'allais à Doha. Hein, et quand il me disait, je veux que Crédit Suisse crée 5 emplois ou 10 emplois à Doha, ben je l'écoutais, parce que c'était mon actionnaire. Bon, donc, s'intégrer à ce système économique mondial, là, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Mais je sais que ça a été long déjà, donc je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer donc Alors, en ce moment, nous en sommes à la 4e question. On a encore une dizaine de questions. On va accélérer. Oui, bon, on va accélérer. Mais j'en ai couvert beaucoup déjà. Oui, je l'ai observé. Alors, la 4e thématique porte sur le soutien aux entrepreneurs et aux PME. Oui. On a la question de M. Aka Andrea. Voilà. Monsieur le Président, vous avez dit dans l'une de vos communications que vous espérez amener certains entrepreneurs ivoiriens à être des milliardaires en dollars. Quelle serait alors votre recette pour y parvenir et comment comptez-vous améliorer l'accès au financement pour les entrepreneurs et les PME locales? Bon, c'est l'accès au capital dont j'ai parlé. Et ce capital, il ne faut pas que ce soit des prêts. Il faut que ce soit des fonds propres. C'est compliqué à expliquer, mais une entreprise, pour se développer, elle a besoin d'un capital de départ. Et ce capital-là, il doit être fourni par des actionnaires, pas comme un prêt. Parce que, d'abord, beaucoup d'entreprises, de PME meurent, et que quand elles ont des prêts, ça devient très compliqué. La forme la plus adaptée. Si vous allez à Silicon Valley, vous allez à Stanford University, vous allez à Palo Alto, il y a tous les fonds de ce qu'on appelle de private equity, ils sont tous dans la même rue. Et ils sont là pour financer les startups, les boîtes créées par les étudiants les plus brillants des États-Unis, avec ce qu'on appelle de l'equity, en anglais, du vrai capital, pas des prêts. Je suis actionnaire, et puis je finance 100 entreprises, et puis là-dedans, il y aura un Tesla, il y aura un Uber, il y aura un truc qui me rend milliardaire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ces gens de private equity, tout l'argent qu'ils gèrent vient des fonds de pension dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont les fonds de pension qui leur confient leur argent pour ensuite sélectionner les entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc c'est ce système-là qu'il faut mettre en place, parce que c'est impossible de prévoir qui va être le Tesla de demain, etc. Ce que vous faites, c'est que vous investissez largement, mais il y en a toujours qui émergent. Moi, quand il y a eu le sommet des chefs d'État africains là, en mai 2021, moi j'avais été sollicité comme Ivoirien pour aller préparer ce qui allait se passer au sommet. J'étais donc à la table du chef d'État, là, et j'avais fait venir Shola, qui est un jeune Nigérian,
qui venait de vendre son entreprise à une entreprise américaine pour 250 millions de dollars. Et il avait 30 ans. Okay, et c'est un gars qui a été formé à l'université de Lagos, qui n'est jamais sorti de Lagos, mais il était très fort en informatique. Il était très connu dans le milieu des codeurs. Et en particulier des gens de Silicon Valley. Ils l'ont invité à une espèce de séminaire à Silicon Valley. Et ils lui ont fait un investissement en equity de 100 000 dollars. C'est avec ça qu'il a créé son entreprise PayStack, qu'il a vendu ensuite à Stripe aux États-Unis pour 250 millions de dollars. Donc, mais ce qui est triste, c'est qu'il ait dû aller chercher ces 100 000 dollars à Silicon Valley. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que des Africains qui ont le QI pour faire des choses comme ça, il y en a. Il y en a. C'est Bill Clinton qui disait que l'intelligence est uniformément répartie sur le globe. Ce qui n'est pas uniformément réparti, c'est les opportunités. C'est comment faire pour que les gens aient des opportunités et qu'ils puissent les saisir. Mais aussi, bon, moi, pourquoi je suis excité par tout ça, c'est que c'est mon domaine, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais toute ma vie. Moi, je suis un homme du privé, donc vraiment, on parle le même langage, et je peux vous dire, sans faire de promesses vides, que, comment dire, ce qui manque dans le monde, c'est pas l'argent, c'est la confiance. Quelqu'un a parlé de confiance tout à l'heure. Du capital, il y en a plein. Plein, on nage dans le capital, sur les marchés mondiaux. Il y a des milliers de milliards de dollars, des trillions qui se baladent. Mais où est-ce que l'argent va? Là où il a confiance. Donc, ouais. Ça, c'est ça. Ça, c'est une grosse notion. Donc, quand un pays vous dit « j'ai du mal à obtenir du capital », il ferait aussi bien de dire « en fait, le reste du monde n'a pas confiance en moi ». Mauvaise soirée. Le capital, il va là où il a confiance, là où il va être investi et où les gens pensent qu'on ne va pas leur enlever. J'avais un homme d'affaires qui me disait « moi, je n'investis que dans les pays où je suis convaincu que je peux avoir un procès avec le fils du président et gagner. » C'est ça qu'on appelle un état de droit. Donc il restait dans des pays comme ça. Et il investissait des centaines de millions de dollars. Parce qu'il dit que, voilà, mon argent est sûr et en sécurité là-bas. Parce que même si j'ai un palabre avec le fils du président, il y a un système légal et juridique qui est tel que... Et c'est une chose qui n'est pas venue dans les questions. Et ça aussi, c'est significatif de l'approche francophone. Il n'y a pas de question là sur le droit, l'état de droit, les tribunaux, la justice. Il n'y a pas de capitalisme sans une justice qui fonctionne. Pourquoi est-ce que la plupart des présidents américains sont avocats? Parce que c'est la chose la plus noble et la plus respectée dans leur système. Parce que tout repose sur le droit. Tout repose sur le droit. Vous avez vu Trump, il a commencé à essayer d'appliquer son programme. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve devant les tribunaux. Il y a des juges, et les gens portent plainte, les employés qui ont été licenciés, l'USAID porte plainte, et tout ça, ça finit devant les tribunaux, et ensuite ça ira à la Cour suprême. Donc vraiment, vous ne pouvez pas avoir d'économie performante sans un système légal et judiciaire dans lequel les gens puissent avoir confiance. Ce qui va vous donner la confiance pour prendre un prêt très important, ce qui va vous donner la confiance pour mettre en gage votre maison, ce qui va vous donner la confiance, c'est que vous dites, si j'ai un problème, il y a un juge impartial qui va dire le droit. Voilà. Et donc, toutes les histoires de financement, d'accès au capital, etc. Et oui, le Rwanda, c'est bizarre, ils ont des problèmes de démocratie, mais ils n'ont pas de problème d'accès au financement. Parce que c'est un pays... Kigali est devenu la 3e place financière d'Afrique. C'est un pays enclavé, minuscule, là-bas, tout au milieu, près du Congo. Mais les gens ont confiance. Les gens ont confiance. Il y a une certaine transparence, les gens ont confiance, donc l'argent vient. Donc vraiment, c'est pour ça que... Je vais le dire, parce qu'on ne peut pas non plus... Bon. Quand vous voyez comment je suis traité, actuellement, ça ne contribue pas à donner confiance au reste du monde en la Côte d'Ivoire. Parce que, qu'on le veuille ou non, je suis connu et je suis respecté. Quand un Marc Carney, qui est mon ami personnel, devient Premier ministre du Canada, lui, en décembre, il m'a dit « Vraiment, c'est tellement bien ce que tu fais que quelqu'un comme toi retourne dans son pays, en Afrique, pour faire tout ça. »
et qu'il dit qu'on me donne des coups de pied et qu'on se prépare à dire que je ne suis pas ivoirien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense de notre pays? C'est un triste spectacle. Quand je dis c'est indigne, les gens qui étaient à Polytechnique avec moi, les gens qui étaient au mines avec moi, mais Elisabeth Borne qui était à Polytechnique avec moi, elle était Premier ministre de la France, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent de nous? Il y a l'article 48 de la loi de 1961 dit que Thiam n'est pas ivoirien. Vraiment, on en est là? Bon, je ferme la parenthèse. Alors, on poursuit. On a encore du parcours à faire par rapport aux questions, il y en a beaucoup. Alors, on a une question sur le rôle de la diaspora. Je pense que cette question devait intéresser donc le public. Alors, cette question a été posée par M. Niolé Arnaud. Il y en a deux, je vais les poser les deux questions pour gagner du temps. Monsieur le Président, quels sont les principaux enjeux que vous identifiez pour la diaspora dans le contexte politique actuel? Bon, écoutez, vous le savez tous ici, et c'est dommage que ce ne soit pas compris toujours chez nous, la diaspora a un rôle absolument vital. La plupart des êtres humains sur cette planète n'iront jamais en Côte d'Ivoire. La plupart des êtres humains sur cette planète n'iront jamais en Côte d'Ivoire au cours de leur vie. Ils ne vont connaître la Côte d'Ivoire qu'à travers vous, les Ivoiriens qui leur auraient été donné de rencontrer pendant leur vie, parce qu'ils ne vont pas aller à Abidjan. Bon. Donc vraiment, dans l'opinion que les uns et les autres auront de la Côte d'Ivoire, vous avez un rôle absolument primordial. Ces gens vous disent, c'est bon, moi je suis à Lyon ou à Bordeaux, je connais un Ivoirien. Qu'est-ce que vous savez de la Côte d'Ivoire? Pas grand-chose. Mais je connais un tel, il est Ivoirien, il est comme ci, il est comme ça. Donc vous êtes les premiers ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Voilà. Vous représentez notre pays partout dans le monde et c'est vraiment important. Et en tout cas, moi, j'investirai dans le fait qu'on vous soutienne pour que vous soyez bien là où vous êtes. Dans l'avion, on apprend tous des gens qui vous élèvent. Moi, j'étais très ému parce que je suis allé voir le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams. Et je ne le connais pas, mais il m'a dit, vous savez, j'ai connu votre père. Je dis, ah bon? Il dit, ah oui, l'ambassadeur Thiam, moi j'ai fait mes études coraniques au Maroc. Et l'ambassadeur Thiam, il faisait le tour de toutes les universités du Maroc. Il est rentré jusque dans ma chambre parce qu'il voulait s'assurer que chaque étudiant ivoirien était bien traité. Et il m'a dit, je n'ai jamais oublié ça, parce que vraiment, c'était extraordinaire. Et quand je dis donc vous défendre, une nation respectée, c'est une nation qui défend ses citoyens où qu'ils se trouvent dans le monde. Donc si un Ivoirien a un problème quelque part, ça nuit à l'image de la Côte d'Ivoire. C'est important que vous sachiez que votre pays est derrière vous. Et il faudra que les missions diplomatiques comprennent que je leur demande de faire ça. D'être au service des Ivoiriens dans le pays où ils se trouvent. Donc ça c'est un. Deuxièmement, le reste ça a été dit. Ça a été dit par Né J'aime Thiam. Il a très bien parlé de tout ce que vous pouvez apporter au pays, en termes d'idées, d'expérience, de votre profil, de tout ce que vous avez appris dans les pays où vous êtes. Vous pouvez rapporter ça à la Côte d'Ivoire, qu'on en profite, et il faudra qu'on vous facilite ça. Vous pouvez apporter aussi du capital. Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de capital. Les gens parlent de fonds de la diaspora, etc. On peut faire toutes sortes de choses pour vous permettre d'investir. Mais il faudra aussi, ça va avec la réforme du système juridique, parce qu'il faudra... Vous êtes comme tout le monde, votre capital, il veut être sûr qu'il est en sûreté.
Donc, pour que vous soyez encouragés, on a parlé du foncier, vous soyez encouragés à acheter un terrain en Côte d'Ivoire avec vos économies, votre argent durement gagné, il ne faut pas que ce terrain-là s'évapore. Oui, ou que vous ayez un ACD et que vous vous rendez compte qu'il y a 3 autres personnes qui ont un ACD sur le même terrain. Bon, donc ça aussi, pour vous encourager à revenir au pays, à investir, il faut que toutes ces réformes-là soient menées, bien menées, pour que vous ayez confiance. Et ça nous permettra aussi de faire une bonne publicité pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est comme quand les gens d'un pays, quand il y a la fuite des capitaux. Moi, j'ai un autre homme d'affaires. Il m'a dit, je n'investis que dans les pays où je peux gagner un procès contre le fils du président. Et il m'a dit, je n'investis pas dans les pays où il y a une fuite des capitaux. Parce que si les gens qui sont du pays, personne ne connaît mieux le pays qu'eux. Si eux-mêmes n'ont pas confiance dans le pays, moi, je ne viens pas. Donc, c'est important que les Ivoiriens investissent en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Parce que, voilà, ça va être très difficile de convaincre les étrangers d'investir en Côte d'Ivoire si les Ivoiriens eux-mêmes ne veulent pas investir en Côte d'Ivoire. Et c'est un thème dont on n'a pas parlé, mais c'est pour ça que moi, je vais passer beaucoup de temps avec les entreprises ivoiriennes. Parce que quand vous voulez attirer des investissements étrangers, les gens, ils regardent d'abord comment vos propres entreprises se portent et se développent et quelle attention vous leur accordez. S'ils voient qu'il y a beaucoup de milliardaires ivoiriens, entrepreneurs, que ça marche bien, ils vont être encouragés eux-mêmes à venir parce que c'est aussi la garantie qu'ils trouveront des partenaires. Souvent, les gens qui viennent, ils veulent des partenaires locaux crédibles. Donc, c'est du win-win-win d'avoir des partenaires locaux crédibles. Je dis, je vais faire des réponses courtes et puis après, Donc, la diaspora, rôle important en tant qu'ambassadeur, rôle important en tant qu'apporteur d'idées, de savoir-faire. Et aussi, un jour, j'espère, de retour. Ça, encore, pour parler du Rwanda, ils ont joué un rôle énorme, les gens de la diaspora rwandaise, ils sont revenus dans le turnaround du Rwanda et le développement du pays. Donc, avoir des programmes. Moi, j'avais ça au BNET quand j'avais créé un programme qui s'appelait les lauréats du BNET. On donnait 10 bourses chaque année à des jeunes Ivoiriens brillants pour qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire. Mais un des éléments clés, c'est que j'avais négocié une clause de retour. Parce qu'il faut dérisquer, il faut réduire le risque perçu et le risque de ce retour. Donc, j'avais négocié avec leur institution d'origine que si jamais, quand ils revenaient, si ça ne marchait pas, ils pouvaient repartir, retrouver leur emploi, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et j'espère vraiment, en tout cas, j'espère que quand je serai élu, beaucoup d'entre vous rentreront au pays. Et viendront me rendre visite. Je vous recevrai avec plaisir. Alors, merci, Président. Je tiens quand même à rappeler que les questions que nous avons reçues n'ont pas été reformulées. Donc, désolé peut-être pour la façon dont elles ont été rédigées. C'est une question de respecter un peu ceux qui ont quand même le courage vraiment de poser des questions au Président. Donc, en gardant l'esprit de ces questions, je vais lire la seconde concernant la diaspora. Non, mais ça, franchement, j'ai déjà couvert. Ça dit quel rôle attribuez-vous à la diaspora dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Je pense qu'on va accélérer. Donc, on ne va pas régler là-dessus. Donc, on va passer à la thématique concernant la réintégration des talents ivoiriens de la diaspora. Non, c'est pareil, on a parlé. Donc, on l'a répondu. Ensuite, il y a la vision à long terme et développement durable. Thème 7. Oui, mais ça parle de décentralisation. J'en ai pas mal parlé aussi. Oui. C'est en gros la décentralisation. Abidjan contre le reste du pays. J'ai dit il faut que le développement soit équilibré, qu'on fasse des pôles régionaux, etc. Je crois que les gens sont fatigués. On va essayer d'accélérer. Oui, on va accélérer. Bon, thématique digitalisation des services publics. Ça j'ai couvert aussi. J'ai parlé de la digitalisation, j'ai parlé de comment on peut faire ça. Oui, l'esprit de synthèse du président. Il reste deux thèmes. Il reste deux thèmes et après ça, on peut vous libérer. Non, 3. Il y avait une question sur l'éducation, une question sur la santé et puis une question sur les relations internationales. Donc, je vais prendre ça. Santé. L'éducation, je vais accélérer. Bon, sur l'éducation, c'était en gros comment redresser le système éducatif ivoirien. J'ai déjà donné des chiffres dans mon topo. 13e sur 14 en maths. Niveau 3e, etc. Bon. Le premier levier pour améliorer la performance éducative, c'est les enseignants. Ça, c'est démontré, vous lisez toutes les études, c'est incontournable. Et nous,
on a mis l'accent sur les murs, les infrastructures. Nos parents, mon père est né en 1923, ils ont appris à lire et à écrire dans des cases. Ce qui compte, c'est la qualité de l'instituteur, la formation de l'instituteur. C'est pas les murs, on peut toucher des pots de vin sur la construction. Donc, on a... Donc, il faut former et bien rémunérer les enseignants. Et il y a beaucoup d'études internationales qui montrent que l'impact sur la performance des élèves, il arrive très vite. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça implique une réallocation des budgets et des ressources. Parce que nos budgets, on investit beaucoup moins dans l'éducation et dans la santé que les pays voisins, en pourcentage de nos ressources. Il y a un sous-investissement. Moi, le proviseur du lycée classique, on était en terminale ensemble. Quand je suis rentré il y a 2-3 ans, il est venu m'accueillir et il m'a dit qu'à l'époque, maintenant ça a changé parce que j'en ai parlé, mais à l'époque, son budget c'était 10 millions de francs CFA par an, hors salaire. Et vous êtes proviseur du lycée classique, vous avez 10 millions, donc il allait louer les terrains de sport, il louait les classes pour des associations, etc. Donc, il y a de l'argent en Côte d'Ivoire. Comme je dis, on est 135e en richesse. On est 166e en développement humain. Donc, on devrait être au moins 135e en développement humain. Donc ça, ce delta-là, c'est la sous-performance de l'État. Parce que ça veut dire qu'on utilise mal le peu qu'on a. Et que ça nous amène à un niveau de performance inacceptable. Donc c'est mieux utiliser les ressources et aussi sur les investissements, on peut les faire. Vous savez, j'ai donné l'exemple du pont l'autre jour, le fameux 4e pont, qui a coûté 113 milliards au lieu de 77 et qui a duré 48 mois au lieu de 24. Donc de l'argent, il y en a. Si on gère bien les projets, si tous les projets ne sont pas réalisés hors budget, hors délai, à ce moment-là, on peut trouver l'argent pour investir dans la santé et dans l'éducation. Sur l'éducation, sur la santé, c'est pareil. C'est pareil. C'est les ressources humaines, la clé. Former un bon médecin, ça met 7 à 10 ans. Ça ne sert à rien de construire des infrastructures si vous n'avez pas les gens dedans. Et c'est ça le problème qu'on voit partout. Vous savez, je ne dirais pas son nom, mais il y a quelqu'un au PDCI, il m'a sorti un papier qu'il a gardé quand il allait faire ses études de médecine. Le président Houphouët-Boigny l'a reçu. Le président Houphouët-Boigny a pris un bout de papier et il lui a écrit, il y a 4 chaussettes, 6 caleçons, 3 pantalons, 2 pullovers. Il lui a fait son trousseau. Il a calculé, il lui a dit, voilà, ça te va te coûter tant de pouvoir t'habiller quand tu iras chez les Blancs. Et il a dit, voilà, je vais te donner tant chaque année jusqu'à ce que tu aies fini tes études de médecine. Voilà. Ce monsieur-là, c'est un professeur engagé de médecine et c'est un oufouettiste. C'est ça la gestion prévisionnelle des ressources humaines. Voilà. On investit dans les gens et on le fait de façon continue. Et donc à la fin, on a des gens qualifiés pour aller dans les hôpitaux. Et je dis encore, c'est pas pour toucher des pots de vin sur la construction de bâtiments qui vont rester vides. C'était tout. Après, il y avait une question sur les relations internationales. Oui, voilà. La vision internationale et diplomatique. Désolé, je fais le journaliste et puis je fais les réponses. Allons-y. Allez-y. Ah, c'est une vidéo. La régie, c'est bon? Ok, c'est bon. Et PDCI Luxembourg, et également alumni INSEAD MBA 24D. Alors, ma question est la suivante. Par rapport aux différents bouleversements géopolitiques qui interviennent en Afrique de l'Ouest, où plusieurs pays redéfinissent leur alliance en s'éloignant de la France pour se rapprocher des puissances comme la Russie, quelle est votre position? Et comment entendez-vous naviguer dans ce nouvel équilibre mondial? Êtes-vous favorable à une diversification des partenariats stratégiques de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Bien, merci. Moi, je crois que le président Houphouët-Boigny a montré la voie dans ce domaine.
la Côte d'Ivoire, c'était un pays qui voulait être l'ami de tout le monde. C'est comme ça que le ministre Ediampan Thiemele s'est retrouvé ambassadeur en République populaire de Chine très tôt, avant beaucoup d'autres pays. On a toujours eu une diplomatie tous azimuts. Hein, on est l'ami de tout le monde, on est l'ennemi de personne. Donc moi, je ne vois pas les... Voilà. Je vois pas les choses dans ces termes-là. On m'avait demandé une fois quelle est ma vision pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est une Côte d'Ivoire maîtresse de son destin, c'est tout. Quand on est maître de son destin, on passe pas son temps à se demander oui mais l'extérieur et qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'ils vont... C'est ça être maître de son destin. Et ça dépend aussi. Bon, vous connaissez la blague, enfin c'est pas une blague, c'est Pierre Laval pendant la Seconde Guerre mondiale est allé voir Staline et pour plaider la cause du pape à Moscou. Et il parlait. Staline, c'était quelqu'un de très pragmatique. Et à un moment, il a arrêté. Et Laval lui a dit, bon, votre pape, là, c'est combien de divisions? Ce qui était une manière brutale de lui dire que lui, il devait se battre contre la Wehrmacht, l'armée allemande, et qu'il avait besoin de divisions sur le front de l'Est. Voilà. Et que donc, toutes ces histoires de pape, de prière, de Vatican, pour lui, c'était pas son problème. Mais je dis ça parce que l'économie, aujourd'hui, le monde, c'est un monde, c'est dog eats dog. C'est vraiment, il est brutalement, il est féroce. Et ce n'est pas les divisions de Staline, c'est les dollars. Si vous voulez avoir voix au chapitre, c'est votre taille qui compte. C'est tout. C'est tout. L'Arabie Saoudite peut se permettre des choses que peu de pays peuvent se permettre. C'est comme ça. Parce qu'ils ont le PIF qui est maintenant presque 1000 milliards de dollars, qui est propriétaire de Uber, qui est propriétaire de plein de boîtes dans le monde, et ben ils en voient au chapitre. Donc aujourd'hui, la vraie souveraineté, c'est la souveraineté économique. C'est plus les divisions de Staline, c'est combien de dollars. Donc la voie pour que le chemin, la voie au sens de VOX, le chemin pour que notre voix soit entendue, c'est la croissance économique. C'est la croissance économique et qu'on soit un acteur de poids. On peut chanter jusqu'au lendemain, il faut nous respecter parce que ceci, il faut nous respecter parce que cela. À la fin, le monde des relations internationales, il est brutalement darwinien. Il est féroce. Il est féroce. Il n'y a pas de bons sentiments dans les affaires internationales. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, je ne vais pas citer les pays, vous savez, il n'y a pas de bons sentiments. Et, par exemple, aujourd'hui, si les États-Unis sont en train de faire ce qu'ils font entre l'Ukraine et la Russie, c'est à cause de leur poids économique. Rien d'autre. Donc, plus on va se développer économiquement, plus on aura voix au chapitre, et plus on sera maître de notre destin et pas obligé d'attendre, savoir quel temps il fait à Moscou, à Paris ou à Washington. Moi, je veux que ce qui nous intéresse, c'est quel temps il fait à Abidjan. Président, il pense que nous avons épuisé la question